Salut à tous, bonjour la communauté versatile. Je suis très content d'être avec vous ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour une émission un peu spéciale aujourd'hui sur la chaîne YouTube Versatile. Alors comme d'habitude, je suis avec Rafik. Comment vas-tu Rafik? Hello la commu, hello tout le monde. Salut YouTube. Bah écoute, tout va très bien, merci. J'ai hâte de tester ce nouveau concept live sur YouTube. C'est vrai qu'habituellement on les fait plutôt sur la plateforme Versatile. Là, ça va être un truc voilà, un petit peu plus léger, un petit peu plus question-réponse. Donc voilà, j'ai hâte de voir les questions que nous ont concoctées les membres de la communauté. Et toi, si tu vas bien? Ouais, bah écoute, ça va. Bonne semaine. Bah là, il y a eu la conférence de Jérôme Powell, là, pour ceux qui suivent un peu les marchés en ce moment. On va peut-être en parler un peu ce soir. Je sais que toi, tu l'as regardé. Et ce soir, donc, on part sur un concept un peu différent de toutes les vidéos YouTube qu'on a pu faire, pour l'instant sur la chaîne. On est vraiment aujourd'hui sur un live et sur, effectivement un concept questions-réponses avec une petite roulette là que vous pouvez voir à l'écran et donc le principe ce soir ou le concept de notre émission, ça va être vraiment de se poser enfin de prendre des questions qui nous ont été posées par la communauté Versatile sur la plateforme Versatile et par la communauté YouTube et sur les autres réseaux sociaux, sur les 4 thématiques qui sont vraiment au cœur de Versatile. Donc je pense que vous commencez à bien connaître, le concept ici de la chaîne. Le but, c'est vraiment d'aller chercher l'excellence, la polyvalence, à tous les niveaux et notamment en termes de liberté financière, premièrement. Deuxièmement, cultiver son esprit. Troisièmement, cultiver son corps et sa santé et enfin le lifestyle. Quand on parle de lifestyle, on parle de choses comme par exemple, l'expatriation, le voyage et voilà d'autres thématiques, liées plus au style de vie et aux expériences de vie. Et le but de ce soir, c'est, voilà, de passer 1 heure ensemble, de prendre des questions, qui vont nous être posées, enfin qui nous ont déjà été posées et qui vont nous être posées, au fur et à mesure de l'émission, hein. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, on les prendra au fur et à mesure. Et le but, c'est, à chaque fois de prendre une question, on va faire tourner la roue déjà, pour, arriver sur une thématique. Elles sont pas forcément toutes, équivalentes ici. On a mis des questions un peu plus sur la liberté financière parce qu'il s'est passé énormément de choses sur ces 2-3 dernières semaines sur les marchés financiers, donc on voulait vraiment en parler. Donc c'est aussi pour ça qu'il y aura un petit peu plus de questions là-dessus. Mais le but, c'est de toucher vraiment encore une fois à toutes les thématiques qui sont au cœur de Versatile et de partager, des idées, des concepts et aussi d'apprendre et d'avoir du feedback de votre part. Voilà, donc ça, c'est vraiment le thème. Bah, sans plus tarder, on va sauter enfin, on va faire tourner la roue. Donc c'est parti. Let's go. Exactement dans le vif du sujet. Et on arrive, bon, bah, voilà, pas de suspense, liberté financière. Alors, on a pas mal de questions sur la liberté financière. Je pense que la première question qu'on voulait, enfin qu'on a vraiment, sur laquelle on a eu beaucoup de retours, beaucoup de sollicitations. Il s'est passé plein de choses ces derniers temps, notamment on a eu une grosse correction sur les indices, de la finance traditionnelle, notamment aux États-Unis surtout. Le Nasdaq, le SP 500, plus de 10 de correction. C'est quelque chose qui arrive de manière assez rare, donc une des questions qu'on nous a beaucoup posées, c'est: «Est-ce que c'est le moment d'acheter? Quelle est votre stratégie?» Et voilà et comment est-ce que nous on navigue, en tout cas sur cette période? Donc on va peut-être commencer par ça. Rafik, c'est peut-être la première question qu'on va aborder ce soir et on aimerait bien avoir, voilà, ton opinion, ce que tu en penses. Je sais que tu en parles déjà un peu dans les quotidiennes, mais là, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir les quotidiennes, voilà, si tu peux nous faire un résumé de ta stratégie et de tes idées là-dessus. Ouais, alors je vais essayer de structurer ma réponse un petit peu plus que d'habitude, parce que c'est vrai que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens, donc n'hésite pas à me recadrer si jamais tu vois que je pars dans tous les sens. Donc ça, c'est une question qu'on a plutôt dans la partie YouTube, et c'est vrai que je répondais encore à des commentaires hier. J'avais un échange de commentaires enfin, dans la partie commentaires de YouTube vis-à-vis justement de cette stratégie, parce que j'avais quelqu'un qui demandait est-ce qu'on s'exposait aux ETF à levier, etc. Et quels étaient les niveaux d'exposition. Bon, déjà, si vous voulez avoir la réponse la plus structurée possible, parce que là, ça ne va pas être possible dans le laps de temps qu'on a,
la réponse la plus structurée possible du pourquoi et du comment, vous avez toutes les réponses tout simplement sur la plateforme Versatile. C'est 100% gratuit, hein, donc n'hésitez pas à aller checker de ce côté-là si jamais ça vous intéresse. Ceci étant dit, pour la situation actuelle, c'est vrai que sur les marchés, alors il y a deux choses. Il y a ton horizon d'investissement, ton horizon de temps sur ton investissement. Donc là, je vais parler du moyen et du long terme. Sur un horizon de temps moyen-long terme, c'est vrai que généralement, lorsqu'on a des pullbacks aussi importants que ce qu'on a en ce moment, c'est-à-dire du moins 11, moins 12, moins 13% de mèche à mèche depuis les ATH sur des indices comme le SP500, le Nasdaq, qui historiquement ont des performances lissées par année de plus de 10%, eh bien, c'est les soldes. Donc, dans cette optique-là, et pour respecter un petit peu, on va dire, un de nos principes fondateurs de Versatile, c'est-à-dire la loi de Pareto, on fait ce qu'on appelle un DCA. Donc, on investit de manière régulière avec un certain nombre de temps, je ne sais pas, toutes les semaines par exemple, ça peut être tous les mois, ça peut être tous les jours, peu importe. Mais dans ces périodes-là, on a toujours, je sais que toi c'est un peu pareil, mais on a toujours une poche de cash un peu plus conséquente, enfin un peu de côté qui est allouée pour ce DCA à la base. Mais sur des corrections comme ça, on va avoir tendance à mettre un peu plus le paquet. Donc tout simplement à passer des ordres un peu plus conséquents. Alors ça peut être des ordres de manière, comment on dit, des ordres de manière ponctuelle, ou tout simplement augmenter la valeur de son DCA lorsqu'on peut se le permettre. Et donc c'est ce que je fais moi actuellement. Moi j'aime bien mixer un petit peu les deux. Donc là actuellement, pour être très clair, sur le SP500, c'est pas encore le cas. Sur le Nasdaq, j'ai effectivement augmenté légèrement le TCA. Et c'est vrai que sur le MSCI, le Amundi World, par contre, là, j'ai vraiment augmenté le DCA de manière importante. Et au niveau des actions, par contre, puisque lorsqu'on se penche un peu plus sur le stock picking, sur des actions dont les fondamentaux n'ont pas changé, qui ont toujours des excellents fondamentaux, mais qui se sont pris la correction de plein fouet parce que, voilà, emportés par le momentum. Typiquement, je pense à une action comme Nvidia. Et bien là, pour le coup, non seulement j'augmente le TCA sur cette action, mais en plus de ça, c'est vrai que je vais avoir tendance à passer des ordres ponctuels de manière un peu plus importante sur des retours, sur des niveaux qui sont intéressants. Puisque ces actions-là ont corrigé même un peu plus que moins 10, moins 11, moins 12% par rapport aux indices. Donc voilà, je ne sais pas si c'était clair, mais en tout cas, c'est ce que je fais en ce moment. Ok, ouais, non, c'est... Ouais, c'est super clair. Donc, j'ai à peu près la même stratégie. De toute façon, Versatile, en général, on est sur une stratégie et on consolide un peu nos idées là-dessus. Donc, pareil, DCA un petit peu plus poussé, un petit peu plus avancé. On regarde les niveaux importants à pas casser et on garde du cash de côté si jamais on devait casser ces niveaux pour continuer à investir. Et c'est un monitoring qui se fait de manière assez, on va dire, assez quotidienne même en ce moment, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a eu le meeting de la Fed, donc je pense que ça va bouger là dans les prochains jours pour savoir un petit peu comment on va réallouer, ou allouer notre cash, enfin le cash qu'on a de côté et faire ces arbitrages, comme tu disais, sur de l'ETF leverage, et cetera. Je ne reviendrai pas sur tout ce que tu as dit. Globalement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il y a la partie crypto, effectivement, on pourra en reparler, mais bon, voilà, il y a aussi ça qui a corrigé. Mais sur la partie action, on a des actions comme Coinbase, Galaxy Digital qui sont vraiment très intéressantes. Si on croit que le bull run va continuer, hein, si on est convaincu de ça, c'est aussi des niveaux d'entrée qui peuvent être voilà, très intéressants à ce niveau-là. Donc voilà, moi aussi, c'est des actions en plus, on va dire, de celles que tu as citées que je regarde de manière assez proche. Et voilà, et on a l'or effectivement qui est un autre actif qui a pris énormément de valeur ces derniers temps. Moi, personnellement, j'avais vendu une grosse partie de mes ETF quand on est arrivé pas loin des 3000. Voilà, pour voir justement si on allait continuer ou pas à la montée. Il se trouve qu'on a passé les 3000 sur l'once d'or. Donc je vais peut-être reprendre un des CDA. Je vais attendre de voir s'il y a un pullback. Mais voilà, c'est peut-être juste des éléments que je rajouterai. Mais sinon, pour le reste, on est tout à fait aligné là-dessus. Ouais, un truc important que tu as dit, juste pour rebondir Ouais. très rapidement, cash is king,
C'est le premier mantra de l'investisseur, bien qu'on ne donne pas de conseils en investissement, hein, si jamais. Mais ouais, cash is king, ne tirez pas toutes vos cartouches. Enfin, en tout cas, moi je sais que ça a été un de mes apprentissages dans mon voyage d'investisseur qui est encore en cours. Mais c'est vrai que tirer ces cartouches, toutes ces cartouches un peu trop tôt, ça peut frustrer sur un mouvement correctif ou de latéralisation qui peut durer plus longtemps. Donc voilà, soyez patient, gardez à l'esprit que typiquement la dernière correction qu'on a eue en 2022, elle a duré un an, même si je pense que celle-ci ne durera pas un an, mais on est rentré dans un range et une phase corrective qui a duré un an. Donc voilà, si vous tirez vos premières si vous tirez toutes vos cartouches dans la première semaine ou dans la deuxième semaine du début de la correction, et ensuite vous en avez 50 à la suite, enfin vous en aviez 50 semaines à la suite, pendant lesquelles vous ne pouviez pas racheter les points bas et tirer votre PRU à la baisse tout simplement. Donc voilà. Super, bah écoute, on va passer à la suite. On relance la roue, on va tomber sur peut-être une autre thématique, on va voir ce que ça nous donne. Et oui, les deux, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui va qu'est-ce que ça va nous sortir? Bon, bah, voilà, cultiver son esprit, cultiver son corps et sa santé. Alors, on a eu une question, récemment sur, une personne qui avait regardé, enfin, qui a vu un documentaire dont on avait aussi parlé sur les Blue Zones, un documentaire qui est sur Netflix, et la question, c'était simplement, voilà, nous demander cette personne si on connaissait ce qu'on pensait de ce documentaire et de partager peut-être nos idées par rapport aux Blue Zones. Alors juste pour, récapituler ce qu'est une Blue Zone, très rapidement. Donc déjà, c'est un documentaire donc qui est sur Netflix, hein, encore une fois, et qui parle des Blue Zones. Donc les Blue Zones, c'est des endroits dans le monde, il y a quelques endroits dans le monde, hein, qui sont comme ça, qui vont être très précis. On va avoir par exemple Okinawa, au Japon. On va avoir, je crois qu'il y a un moment, il y a un village, en Sardaigne, il me semble, en Italie. On a, un endroit au Costa Rica aussi qui est comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment des points géographiques très précis où les personnes ont une espérance de vie qui est bien au-delà de la moyenne, et où on a un niveau de centenaire qui est beaucoup plus important que ce qu'on va retrouver, dans le reste de la population générale. Et ce documentaire, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il explique qu'est-ce qui fait que, un endroit peut être une blue zone et qu'est-ce qui fait qu'une personne va vivre, voilà, bien au-dessus de l'espérance de vie, moyenne et parfois plus de 100 ans. Donc voilà, donc la question, c'était un petit peu ce qu'on en pensait. Alors moi, je vais peut-être, partager mon avis par rapport à ça, d'abord, puis ensuite, je t'invite aussi à peut-être partager tes pensées là-dessus. Alors c'est vrai que, moi, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est quelque chose que je pense que tous les 2 auquel on est assez sensible parce que de manière générale, je pense qu'on fait assez attention, à la manière dont on consomme, on va dire, de manière générale et dont on vit. Donc il y a un certain nombre de piliers qui sont assez fondamentaux dans la manière dont on approche justement le quotidien. Il y a un des piliers dont on parle beaucoup justement sur les Blue Zones, c'est avant tout, ben, voilà, ce qu'on mange, la nourriture, donc c'est assez basique, hein. Mais moi j'ai trouvé ça intéressant et ce que j'ai beaucoup trouvé très intéressant dans ce documentaire, c'est que en fait, dans chaque Blue Zone, tu as quelques plantes, quelques ingrédients, ça peut être des légumes, ça peut être des fruits, qui font un peu office de base alimentaire et qui sont très sains et qui permettent justement, de garder enfin une très bonne santé parce qu'ils sont très riches en antioxydants notamment, pas que, mais souvent en antioxydants. Et je trouvais ça assez étonnant en fait, parce que souvent on te dit: «Ouais, mais il faut manger ci ou il faut manger ça» et en fait tu te rends compte qu'au niveau même de la planète, où que tu sois sur la planète, tu vas retrouver des ingrédients qui vont t'apporter justement ces nutriments et ces antioxydants et je trouvais ça très intéressant. Et moi, à titre personnel, dans ma routine, tous les matins, alors déjà, je bois une boisson chaude tous les matins, au réveil et il y a systématiquement du gingembre, du curcumin et du citron. Voilà, c'est un peu mon cocktail magique. Gingembre, curcuma, très, très riche en antioxydants, le citron aussi et le citron qui a des propriétés antibactériennes assez importantes.
Et c'était intéressant dans le documentaire parce qu'à Okinawa, ça va être, alors soit des algues, soit un type de courge qui là-bas est vraiment la base de tout. En Italie et il y a aussi un endroit en Grèce où on va retrouver l'huile d'olive, ou encore, alors bien sûr, hein, on a la cuisine méditerranéenne avec tous les légumes qui vont avec, mais l'huile d'olive ou encore même le vin. C'est assez intéressant, mais c'est un vin qui est pas forcément, on va dire, travaillé comme il est travaillé, dans le vin qu'on va trouver, voilà, dans le commerce de manière générale. On va dire qu'il est moins, aseptisé. Alors j'ai pas forcément les termes ici, mais on va dire qu'il est un petit peu plus brut et voilà et on a ces aliments comme ça qui sont vraiment à la base de justement d'une alimentation saine qui permet au corps de manière générale et aux cellules de vieillir beaucoup moins rapidement et moi ça m'a beaucoup parlé parce que ça fait partie de ma routine et c'est vrai que c'est quelque chose que sur lesquels j'ai fait beaucoup de recherches et que j'ai un peu étudié. Donc voilà, donc moi de ce point de vue, j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, après vivant dans une grande ville, bon, c'est sûr qu'en termes de pollution de l'air, enfin il y a d'autres facteurs qui font que, pour vraiment, arriver à cette espérance de vie ou à étendre mon espérance de vie, il faudrait que j'aille vivre, voilà, quelque part autre part, on va dire, pas forcément dans une grande métropole, mais voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on essaie d'optimiser ce qu'on peut optimiser dans le cadre dans lequel on vit. Mais voilà, en tout cas, moi, c'était un peu ce que je voulais partager sur ce documentaire. Je sais pas si toi, tu avais, voilà, quelque chose que tu voulais, partager aussi? Non, mais c'était une réponse assez complète. C'était une réponse assez complète. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'ai toujours fait attention. C'est quelque chose auquel auquel je me suis toujours intéressé, de par voilà, ma curiosité, mon cursus scolaire, etc. Donc les phénomènes de vieillissement et qu'est-ce qui détermine la différence du vieillissement entre deux individus, avec toujours cette idée en Occident qu'on entend vis-à-vis de la vieillesse, des maladies, etc. Depuis qu'on est petit, ouais, mais de toute façon c'est génétique, de toute façon c'est génétique. Et bon, bah voilà, moi je suis issu d'une formation de biologie, donc ça m'a permis de creuser vraiment assez loin, assez profondément ces sujets. En fait, je me suis rendu compte en creusant là-dedans que bah non, c'était pas du tout le cas, qu'en fait, oui, il y avait certaines maladies et certains types de vieillissement qui ont un fond génétique, mais c'est loin d'être la majorité. En réalité, la majorité des vieillissements prématurés et des maladies aujourd'hui sont pour cause des causes environnementales. En fait, ça veut dire qu'on peut directement jouer, on peut directement modifier certains curseurs, certains comportements, certaines habitudes comportementales pour diminuer d'une part son risque de maladie, augmenter son espérance de vie en bonne santé et augmenter son espérance de vie tout court. Et effectivement, il y a quelques petits trucs qui, une fois de plus, ça en revient toujours à la loi de Pareto, quelques petits leviers qui te permettent d'avoir la majorité des résultats. Et quand tu regardes la grosse différence qu'il y a entre nos modes de vie, en fait, il suffit de regarder, c'est ça, il suffit de regarder la différence qu'il y a entre nos modes de vie et les modes de vie et de consommation, notamment, comme tu l'as dit, dans ces blue zones. Et donc, globalement, eh bien, ça va être, bien sûr, au niveau de l'alimentation. C'était Hippocrate, donc le premier, un des premiers mecs qui a vraiment conceptualisé la médecine et qui a découvert certains trucs extrêmement importants au début de la médecine, qui avait dit que ton aliment soit ta seule médecine. Et c'est vraiment ça. Moi, je dis, t'es ce que tu manges. Donc, globalement, il suffit juste de ne pas manger n'importe quoi, d'éviter les sources de stress à tous les niveaux, de boire beaucoup d'eau et voilà, de manger ce qui pousse dans la terre, à la limite ce qui était vivant, avant que tu le manges, mais manger voilà, le moins transformé possible, faire de l'activité physique, puisque voilà, c'est vrai qu'on s'est aussi énormément sédentarisé en Occident ces dernières décennies, notamment avec la révolution industrielle. Donc voilà, ouais, c'est hyper intéressant quand tu te penches sur le sujet, mais c'est
surtout, enfin, moi maintenant, avec le background que j'ai, ce qui est intéressant de voir, c'est plus, entre guillemets, tu vois, l'étude sociologique, où je vais avoir tendance à parler avec des gens aujourd'hui de ces sujets-là et me rendre compte qu'en fait, il y a encore énormément de gens, malgré tout, qui ont énormément encore de biais et de manque de connaissances et d'idées reçues et qui pensent parfois bien faire alors que c'est pas le cas dans leurs habitudes comportementales et alimentaires. Et on a parfois aussi des gens qui commencent à attraper le problème par, par la fin du problème. Tu vois typiquement des gens qui vont se boire dans leur boisson chaude le matin une cuillère de vinaigre de cidre de pomme pour réguler leur glycémie, alors que tout le reste de la journée, voilà, ils vont s'envoyer des sucres transformés, des paquets de M&M's devant la télé, devant Netflix. Hein. Voilà, donc c'est assez curieux de voir tout ça. Mais bon, après, c'est aussi, voilà, c'est aussi comme tu l'as dit, hein, c'est l'environnement dans lequel on vit qui est construit pour que tu consommes le plus possible, qui est construit sur des études émotionnelles de ce qui se passe dans ton cerveau pour t'inciter voilà, à consommer tel ou tel aliment. Donc c'est extrêmement difficile de lutter contre tout ça. Et voilà, je pense que je vais arrêter ma réponse ici. Mais voilà ce que j'en pense. Globalement, c'est pas si compliqué que ça. Revenez aux fondamentaux. Et voilà, améliorez votre alimentation, mangez moins transformé, bougez plus. Et ça réglera franchement 50, 60, 70% de vos problèmes de ce côté-là. Non, mais clairement, et je pense que, il suffit, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être taper Blue Zone si vous l'avez déjà, si vous n'avez pas vu le documentaire ou si vous connaissez pas trop le concept, simplement de taper Blue Zone dans Google et vous allez trouver un tas d'articles, des vidéos. Je pense qu'il y a d'autres documentaires que celui de Netflix. Hein. Je suis sûr sur Arte ou sur YouTube, il y a plein d'autres choses. Et voilà, ça va en plus vous inspirer parce que quand vous voyez tous ces papis et ces mamies qui ont 95, 100 ans, 105 ans, je sais pas, aller faire, je sais pas, aller faire leurs courses, faire la cuisine, garder leurs moutons, leur troupeau de moutons et cetera. Moi, clairement, ça m'a beaucoup inspiré. Ça donne envie aussi de changer d'air, de changer de vie, voilà, donc j'invite tout le monde à jeter un œil à ça. Très bien. Alors, on va passer à la question suivante. Donc, on va refaire un petit spin the wheel. D'ailleurs, ça me fait penser à un jeu dont on parlera peut-être, un jour, en lien avec les crypto-monnaies, spin the wheel. OK. On a donc deuxième question, liberté financière. Alors, on a pas mal de questions, notamment sur les cryptos, parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel, on parle beaucoup sur la chaîne, où on fait des petits sondages aussi. Alors la question qu'on a, c'est s'il y avait une crypto à choisir, c'est pas facile, mais si aujourd'hui il fallait rentrer sur une seule crypto, voilà, si on te donnait, 1 000 € et qu'il y avait une crypto sur laquelle entrer aujourd'hui, voilà, quelle serait la crypto, sur laquelle tu rentrerais? Et on va peut-être mettre une petite question bonus à côté de ça, quelle est ta crypto préférée? Voilà, puis ensuite, moi je donnerai aussi mon avis. Mais vas-y, je te laisse, répondre déjà à ces 2 questions. Alors, si je devais investir sur une crypto, tu me files 1000 €, je dois investir sur une crypto. Alors, bon, ça se fait pas ce que je vais faire, mais je vais répondre à une question par une autre question. Est-ce que dans quelles conditions, dans quelles conditions je suis quand j'ai ces 1000 €? Genre, est-ce que ces 1000 €, ça représente toutes mes économies? Ou est-ce que, je sais pas, ces 1000 €, voilà, c'est de l'argent que je peux perdre et je vais tenter un make it avec ou pas, tu vois? Non, on va se mettre dans le cadre où c'est de l'argent que tu peux perdre, mais 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 disons que c'est pas non plus, voilà, de l'argent que tu peux gaspiller. Voilà, tu peux perdre, mais pas gaspiller, on va le dire comme ça. Ok, donc si je devais choisir une crypto-monnaie, je pense dans ce cadre-là, et le choix va être très difficile parce que j'en ai deux en tête qui franchement sont vraiment très très prometteuses. Mais je pense que mon choix se situerait sur AAVE. Et je te laisserai répondre après et je donnerai peut-être la deuxième crypto-monnaie si Mmh. c'est pas celle que toi tu choisirais.
Mais ouais, sur AAVE, donc AAVE, c'est un projet de DeFi pour les personnes qui ne savent pas, et c'est donc finance décentralisée. Et grosso modo, qu'est-ce que la finance décentralisée? Eh bien, la finance décentralisée, c'est tout ce que permet, c'est faire tout ce que permet de faire la finance classique, mais de manière décentralisée sur la blockchain. Je m'explique. Vous allez voir la banque pour avoir un prêt, par exemple. Vous voulez avoir un prêt, voilà, ça c'est de la finance centralisée. Vous devez aller voir la banque pour qu'elle vous donne un prêt. Vous lui donnez un dossier, elle étudie le dossier, elle vous donne le prêt ou pas. Vous pouvez avoir exactement le même type de mécanisme sur la blockchain de façon décentralisée. C'est ce qu'on appelle la finance décentralisée. AAVE, c'est le leader, c'est le protocole leader, c'est c'est le protocole leader dans cette finance décentralisée. Et pourquoi AVE? Pourquoi je choisis AVE? Parce que ce n'est pas le seul token de finance décentralisée, bien évidemment. C'est parce que il a une avance vraiment importante vis-à-vis de l'adoption institutionnelle. D'accord? Donc c'est par AAVE que vont passer énormément d'institutionnels pour pour avoir accès justement pour proposer leurs services en termes de finances décentralisées. Et en plus de ça, c'est le token qu'a choisi l'actuel président des États-Unis d'Amérique du Nord comme token de finances décentralisées, donc il a dans son wallet familial. Donc voilà, excellent tokenomique, excellents fondamentaux. Je pense que de là où on est, c'est un projet qui est actuellement à $160, je ne dis pas de bêtises, aux alentours de cette somme-là, et qui pourrait aller visiter aux alentours, si Bullrun il y a une fois de plus, hein, et All Season, qui pourrait aller, je pense, visiter allez, 800 à $1,200, je pense que ça serait une bonne zone. Donc voilà, si je devais en choisir qu'une dans le contexte que tu m'as donné, ça serait celle-ci. Je te retourne la question, parce que je suis curieux de savoir quelle sera ta réponse. Ouais, c'est vraiment une question difficile parce que j'ai pas forcément une crypto-monnaie, pareil, hein, qui me tient particulièrement à cœur. Moi, il y a un écosystème que je trouve, super intéressant, qui me plaît beaucoup, de par son concept, son historique, c'est l'écosystème Sui. C'est vrai que c'est une crypto-monnaie que j'aime beaucoup. Hem Maintenant, elle est déjà assez bien capitalisée, donc je ne sais pas si, c'est là-dessus que je mettrai mes billes. Par contre, dans cet écosystème, il y a un jeton, DEEP, que je trouve vraiment très intéressant. Hem Et c'est un jeton que, donc j'ai pu bénéficier en airdrop qui a pas mal pumpé depuis qu'il est sorti. Donc voilà, donc je pense que c'est pour moi, c'est un peu l'écosystème qui je trouve très intéressant parce que, je trouve qu'il est, très ouvert, un peu en open source, et c'est quelque chose que, voilà, que j'aime beaucoup, par rapport à ses caractéristiques. Après, voilà, je sais pas si j'aurais vraiment un jeton, voilà, sur lequel à ce niveau-là, je pourrais dire quel est mon jeton préféré plus parce que, je trouve ça marrant, mais après, sur s'il y avait un jeton sur lequel j'investirais, j'ai pas une très forte conviction pour être honnête, voilà, l'écosystème Sui, je pense que c'est là où je dirigerais plus mes choix, quoi. Ok, ok. Ouais, je vais quand même te donner, je vais quand même te donner le token avec lequel j'ai hésité. Ouais. Alors, le token avec lequel j'ai hésité, c'est Ondo Finance, Mmh. qui est un token de RWA, donc Real World Assets. Ça permet de tokeniser tout simplement des actifs du monde réel, notamment, par exemple, des bons du trésor, ce genre de choses. Ça peut être des parts d'appartements, ça peut être tout et n'importe quoi. Et je pense que ça va être un secteur qui va être extrêmement prometteur pour l'avenir. Les projections, il faudrait que je regarde les projections de ce que ça représentera d'ici 2030, enfin d'ici 5 à 10 ans. Et c'était en dizaines de milliards. Donc c'est vraiment un secteur qui va très probablement être énorme. Je pense que c'est c'est peut-être l'application la plus importante de la blockchain, la révolution la plus importante de la blockchain, ça va être ça pour les institutionnels. Parce que je pense honnêtement que si les institutionnels vont l'adopter, enfin des assets, comment ça s'appelle, des gérants de fonds comme BlackRock, etc., eux
eux, quand ils rentreront et quand ils vont tokeniser leurs actifs, ça va être vraiment big et ça sera à travers ce type de blockchain. Je pense que Ondo est très bien positionné vis-à-vis de ça. Donc voilà, on a une question dans le chat si tu veux, je peux y répondre. Je sais pas si... Donc on a Eddie qui nous a dit, parce qu'on est dans la partie liberté financière juste avant qu'on switch à une autre partie, qui nous a dit dans un premier temps diminution du QT dès 1er avril, effectivement. Alors pour vous resituer très rapidement le contexte, on a eu Jérôme Powell, donc le patron de la Banque centrale américaine, donc qui est la Fed, qui a fait un speech ce soir. Effectivement, et qui, lors de son speech, a dit que la Fed allait arrêter ce qu'on appelle le quantitative tightening, donc la contraction du bilan monétaire de la Fed. Donc la Fed, jusqu'à présent, et après le Covid, donc à partir de début 2022, fin 2021, ils ont commencé à réduire leur bilan monétaire, donc tout simplement à racheter à récupérer la monnaie qu'ils ont émise et à la burn, à la brûler tout simplement. Ce qu'on appelle le QT. C'est l'inverse du QE, quantitative easing, l'impression monétaire. D'accord ? Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les marchés. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il va y avoir moins de pression vis-à-vis de la masse monétaire, vis-à-vis de la baisse de la masse monétaire, et donc plus de latitude, plus potentiellement d'argent à investir dans les marchés. Donc ce à quoi j'ai répondu oui, mais tout le reste est moyen. Et Eddie m'a dit pourquoi moyen. En plus, ils ont vu à la hausse la projection d'inflation alors que Trueflation dégringole. Il sait que le mois prochain et le mois suivant, le taux d'inflation va chuter de ouf. Moi, ça me va car comme ça, mai voire juin, une baisse de 50, voire si c'est chaud, 75 BPS, ça serait parfait en termes de taux directeur. Alors moi, pourquoi j'ai dit que c'était moyen ? Parce que lors de son speech, effectivement, avant son speech, on a ce qu'on appelle les minutes du FOMC, dans lesquelles il donne les projections pour 2025, donc ils actualisent les projections à l'année. En fait, lors de ces projections, j'en parlerai de manière plus précise dans la quotidienne de demain. Certes, ils parlent d'une diminution du QT dès le 1er avril, mais par contre, ils ont projeté une croissance plus faible, donc un PIB au niveau des États-Unis qui est plus faible. Ça, j'en ai parlé dans la quotidienne, dans la dernière quotidienne d'ailleurs. Une inflation corps PCE plus élevée que prévu d'ici à la fin de l'année, je vous le rappelle, Eddy, la baisse qu'on voit là actuellement sur Trueflation, elle est due à un effet de base qui est extrêmement favorable par rapport à l'année dernière, puisque Trueflation c'est calculé d'une année à l'autre. Donc effectivement, pour les prochains mois, on va potentiellement avoir une baisse de l'inflation si les histoires de tarifs de Donald Trump ne se répercutent pas plus rapidement que prévu dans l'inflation. Par contre, si on prend la vue de 2025 globalement, après fin mai, début juin, on a la fin de cet effet de base qui est favorable. Et je t'invite à aller prendre le chart de Trueflation en vision max et à retourner à l'année dernière, donc à après mai 2024. Et tu vas voir qu'on a un retour de l'effet de base qui sera défavorable. Donc si à ce moment-là, on a en plus de ça une inflation qui augmente, là, on pourrait avoir une accélération, un rebond de l'inflation d'ici à la fin de l'année. Donc voilà pourquoi leur projection sur 2025 elle est sortie plus élevée que prévu, et c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Il faut garder à l'esprit que la baisse de l'inflation qu'on voit actuellement sur Trueflation, c'est dû à un effet de base plus qu'à une vraie baisse de l'inflation qui nous est extrêmement favorable. Un chômage un peu plus élevé et deux baisses de taux, et on a même, je ne sais plus, c'était 4 ou 5 banquiers centraux qui tablaient sur 0 baisse de taux en 2025. Voilà pourquoi je disais que tout le reste est moyen. Et effectivement, même si on regarde le speech de Powell par la suite, si on écoute le speech de Powell par la suite, il était très flou. C'était pas clair le sens qu'il va donner. C'était pas un discours qui était 100% permissif, même si effectivement c'était un peu moins hawkish que celui de décembre. Mais je pense que les chiffres du GDP là, du PIB aux États-Unis fin mars
vont être assez importants. Donc voilà, je pense que la réponse était assez complète. Si on regarde la big picture, effectivement, on ne peut pas se baser uniquement sur l'inflation. D'autant plus que si toi, si moi, on a accès à Trueflation et on le voit actuellement, crois-moi que tous les market makers, que toute la smart money y a également accès à des chiffres de l'inflation aussi bien plus précis et des projections qui sont peut-être même plus avancées. Et donc, je pense honnêtement que c'est déjà pricé cette histoire d'effet rebond là qui va être favorable. Après, effectivement, ce que le marché price actuellement, c'est une reprise de la baisse des taux en juin. Et c'est ce que le marché devra avoir si on ne veut pas une continuation baissière. Après, voilà, je ne dis pas que les marchés vont baisser sur toute l'année 2025 ou monter sur toute l'année 2025. Je dis juste qu'il faut vraiment prendre l'ensemble des informations pour construire sa réflexion, pour justement pas se faire avoir de ce côté-là. Ouais, moi je rajouterais simplement que, alors en termes d'inflation, oui, donc effectivement tu as l'effet de base. Tu as quand même la composante, immobilier, enfin loyer qui va quand même continuer à baisser parce que, sa trajectoire est de toute façon moyen terme baissière donc ça on va quand même, au moins avoir ça. Mais je suis assez d'accord, je pense que on va dire que le point positif, c'est que son discours permet peut-être de stabiliser un peu les choses. C'est pas un discours qui rassure totalement, mais qui permet de stabiliser les choses et je pense que eux, comme tout le monde en fait, je pense que c'est hyper difficile de se projeter. Et ça, c'est essentiellement dû, effectivement au contexte géopolitique avec, ce qui se passe, au niveau de Trump et ces messages, qui sont parfois contradictoires, émotionnels, d'un jour à l'autre, sur les tarifs douaniers, mais sur d'autres risques géopolitiques, hein. On parle de je sais qu'en ce moment, il a envoyé plusieurs avertissements à l'Iran, enfin voilà, donc on n'est pas à l'abri d'une offensive, même d'Israël sur l'Iran appuyé par les États-Unis. Enfin voilà, il y a un climat qui est hyper tendu. Donc je pense que, voilà, je pense que là, ça va vraiment être au jour le jour, à la semaine, voir un petit peu comment les choses vont évoluer, s'il y a des accords, de paix, des accords au niveau des tarifs douaniers qui se font. Mais je suis assez d'accord que pour l'instant, la Fed est plutôt précautionneuse dans son attitude et elle va voir comment les choses vont évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on voit effectivement une inquiétude au niveau des investisseurs de manière générale et pas seulement sur les marchés, hein, mais vraiment dans l'économie. On a eu 0,1 d'augmentation du chômage récemment. Ça, c'était le chômage, de base, mais le chômage U6, je crois, c'est U6, hein, qui regroupe même les salariés qui sont à temps partiel, lui a explosé à environ 8. Enfin, on a vraiment une explosion assez radicale, assez importante. Donc heu, donc voilà, il faudra vraiment voir si si la situation économique continue à se dégrader et je pense que la Fed bougera, enfin si l'inflation est plus ou moins sous contrôle, mais qu'on a vraiment, surtout des problèmes au niveau du chômage, et qu'on se rapproche des 4,4 qu'ils ont fixé comme étant la nouvelle cible, la Fed bougera. Et aussi et tout simplement aussi parce que, aujourd'hui, enfin voilà, le marché immobilier aux États-Unis, c'est hyper compliqué déjà de devenir propriétaire et là, avec des taux d'intérêt à 7, je pense que ça voilà, ça justifiera pas seulement, mais je pense que le rôle de la Fed, c'est aussi de permettre, aux Américains, à tout à chacun de vivre le rêve américain, de devenir propriétaire et elle a qu'une envie, c'est que l'inflation se stabilise, que les tensions se stabilisent pour pouvoir continuer à baisser les taux, quoi. OK. Hem, on passe sur une nouvelle question. C'est parti. Oui. Ouais, sinon on pourra toujours la changer. Ah, On peut respin. OK. OK, donc cultiver son esprit. On a alors une question qui est arrivée, dans l'actualité et on a eu pas mal de justement de discussions là-dessus, sur la plateforme Versatile. Qui est lié justement au contexte de ce qui se passe, au niveau géopolitique et de la volte-face des États-Unis vis-à-vis de leurs alliés européens. Et donc on va dire du fait que les Européens aient un peu musclé leur discours vis-à-vis de la Russie
et qu'il parle de plus en plus de réarmement, que Macron, ait même fait un discours, sur le fait qu'il voulait réarmer la France, que la Russie était une menace. On a l'Allemagne aussi, hein, qui se réarme, qui va approuver là, un budget un package de 500 milliards d'euros, pas que de la défense, mais majoritairement de la défense. Énormément de pays en Europe, hein, qui vont augmenter leurs dépenses militaires dans leur budget. Et la question qu'on avait, c'est: est-ce qu'il y a des risques vraiment d'une guerre, on va dire, en Europe, qui soit une extension du conflit ukrainien, ou en tout cas d'une guerre, qui impliquerait la France? Donc concrètement, voilà, ce serait une guerre où la France est à envoyer des soldats ou enfin oui, des soldats tout simplement dans un conflit ouvert avec, par exemple, la Russie, comme on peut, parfois l'entendre sur certaines chaînes. Et est-ce que la Russie est vraiment une menace justement pour la France? Donc voilà, donc on c'est vraiment quelque chose qu'on entend énormément, et donc on avait une question par rapport à ça, et le but c'était un petit peu de faire le tour de cette question-là. Alors ça, c'est une question qui est extrêmement, extrêmement vaste. Je pense qu'on peut faire un live d'une heure sur la question. Parce qu'il y a plusieurs questions qui sont imbriquées dans la question. Alors, pour être très clair, très concis et parler français tout simplement, est-ce qu'il peut y avoir un conflit armé de haute intensité sur le territoire français? Je pense pas. Mon avis sur cette question, c'est non. Est-ce qu'il peut y avoir des soldats français engagés dans une guerre ouverte, c'est-à-dire pas une guerre de proxy comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, puisque en réalité, est-ce que c'était une guerre entre l'Ukraine et vraiment l'Ukraine et la Russie? On peut se poser la question, ou une guerre de proxy plutôt entre la Russie et les États-Unis, et Europe. Et est-ce qu'il peut y avoir des soldats sous giron français avec, voilà, avec un drapeau français sur l'épaule, engagés dans une guerre ouverte en Ukraine contre la Russie? Sincèrement, je pense pas non plus. Pourquoi je pense pas non plus? Parce que c'est deux puissances c'est deux puissances nucléaires déjà. Et en plus de ça, eh bien, il y a tout un jeu d'alliance. Voilà, ça entraînerait. La France fait partie de l'OTAN, ça entraînerait l'ensemble de l'OTAN dans une guerre armée, dans un conflit armé avec la Russie. Ah, il y a Laurent qui dit petite question, est-ce que c'est normal que le micro, on m'entend bien? Ouais, on t'entend bien, ouais. Moi, si on m'entend bien, ou si j'ai pas un souci de micro sur YouTube, je sais pas. Bon, oui. Petite question, est-ce normal que le micro de Rafik soit désactivé? C'est-à-dire soit désactivé? Non, ce n'est pas normal. Ah, c'est peut-être le micro de la caméra. Ah non, normalement, c'est pas le micro de la caméra que vous entendez. Ça peut pas être le micro de la caméra, c'est bizarre. Bon, toi, tu captes le son de Discord, là? Ouais. Ah, c'est bizarre. Non, normalement, ça devrait fonctionner correctement. Dites-nous les autres si jamais vous avez... Attends, je vais écouter mon retour. Ah oui, effectivement, mon son n'est pas top. Je sais pas pourquoi, je suis désolé. C'est bizarre. Olivier, chez moi, nickel. Bon, écoute, je continue comme ça, on verra à la rediffusion. Donc, j'ai perdu le fil de ce que je racontais. Oui, une guerre ouverte entre un membre de l'OTAN et la Russie directement sur le territoire ukrainien, enfin dans un no man's land, ou même en Russie directement, puisqu'a priori ça se passerait plutôt voilà, à l'est. Je disais que non, j'y croyais pas du tout, puisque comme je vous l'ai dit, pour moi voilà, il y a un jeu d'alliance qui impliquerait beaucoup trop d'effets papillons derrière. Deux puissances nucléaires, ça serait extrêmement problématique si on commence à avoir deux puissances nucléaires qui commencent à se taper sur la tête de manière frontale. Je pense honnêtement que voilà, c'est vrai que les Européens sont en train de se réveiller petit à petit
surtout les politiques, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, je pense notamment à la chaîne YouTube Thinkerview, qui depuis des années maintenant alerte sur les risques géopolitiques qu'il y a vis-à-vis de ce type d'événements. Et je pense que oui, la classe politique est en train de se réveiller, notamment dans l'Ouest européen, par rapport à toutes ces questions, par rapport à toutes ces problématiques, par rapport à une Amérique qui se replie sur elle-même et qui ne veut plus assurer la défense, ou qui veut de moins en moins assurer la défense de l'Europe. Donc voilà, peut-être que Macron aura finalement raison et que c'est juste la fin de l'abondance et que c'est l'heure de serrer les robinets pour rediriger effectivement une partie du budget de l'État vers la défense. D'autant plus quand on sait que effectivement énormément de matériel militaire qui a été acheté ces dernières années, je lisais une étude là-dessus il y a là, cette semaine, début de semaine, a été acheté en Europe. Majoritairement, c'était du matériel américain. Donc effectivement, ça pose un problème aussi de souveraineté de ce côté-là, quoi. Si on a les Américains qui décident de ne plus assurer la défense de l'Europe. Donc oui, je pense simplement que c'est voilà, il n'y a pas de quoi paniquer, mais c'était un discours surtout pour préparer. Et de toute façon, je pense que ça va de plus en plus aller dans ce sens-là. Hein, donc voilà, il ne faut pas paniquer pour ça. Je pense que on va avoir de plus en plus de polarisation, de plus en plus de discours dans ce sens, tout simplement parce qu'on a besoin aujourd'hui de rediriger une partie conséquente du budget, comme je vous l'ai dit, vers le réarmement, vers la rénovation des structures militaires. Voilà, aujourd'hui, s'il y avait un conflit ouvert, enfin à laquelle participe, à laquelle devait prendre part la France, on en aurait pour 3 jours de munitions. Donc effectivement, voilà, dans le monde dans lequel on évolue et vers lequel on se dirige, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il faut justifier tout ça. Comment on justifie tout ça? Eh bien, en pointant le risque russe du doigt, même si je pense sincèrement que voilà, c'est plus une raison qu'autre chose. Voilà, c'était une partie de ma réponse. Là, je sais pas toi ce que tu en penses. Oui, moi j'ai un avis assez similaire. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que cet été, on devrait recevoir un manuel de survie. Enfin, Ouais, ouais, j'ai vu ça, ouais. c'est ce qu'on a vu aux infos. Donc c'est la propagande qui fait son chemin. Moi, c'est comme ça que je le dirais. On a fait une vidéo sur la manipulation des esprits, hein, notamment sur la chaîne Versatile, une des toutes premières vidéos qu'on avait fait, où on parle notamment de Edouard Bernays qui a en fait créé finalement, avec Walter Lippmann un peu avant lui, mais vraiment créé ce qu'on appelle aujourd'hui les relations publiques, la propagande, hein, de manière générale. Et la propagande, c'est pas forcément quelque chose, enfin aujourd'hui on a vraiment la connotation négative, mais la propagande, c'est simplement voilà, de répandre certaines idées. Ça a pas, a priori, enfin en tout cas à une époque, ça avait pas forcément de connotation négative. Et et si vous voulez des références un peu plus actuelles, vous pouvez regarder le film Vice dont on parle aussi dans la vidéo, qui est un film qui explique comment, le gouvernement américain a fait, basculer l'opinion publique sur la guerre en Irak, où, il y avait une majorité d'Américains qui étaient contre et la majorité est devenue pour la guerre en Irak. Donc pour moi, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire, effectivement, il y a un besoin de se réarmer. Je pense que oui, on est d'accord là-dessus, on le comprend. Je pense enfin, si un des comme tu le disais, on parle de dissuasion nucléaire. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a la dissuasion nucléaire, est-ce qu'on a besoin de se réarmer autant? Je ne sais pas, à voir. Mais un des facteurs qui a fait que, peut-être qu'il y a eu on vit dans un monde globalement en paix, en tout cas, entre pays qui ont, des capacités de destruction assez importantes depuis 70 ans, c'est parce qu'il y a ces dissuasions nucléaires. Et parce que, il existe des armes qui sont très, très destructrices aujourd'hui et donc ces investissements, d'un côté, même s'ils sont malheureux, ça permet peut-être aussi quelque part de garder un certain équilibre. Et comment faire ces investissements? Bah, simplement, il faut que la population soit prête à faire des sacrifices. C'est pour ça qu'on entend, de plus en plus parler de ça, on prépare de plus en plus les esprits à ça. C'est pour que tout le monde accepte demain lorsque, le gouvernement français va dire: «Bon, ben voilà, on a besoin de 20 ou 30 milliards par an, on a ouvert un nouveau, produit d'épargne, où vous allez pouvoir placer votre argent pendant 4 ans, il sera bloqué mais vous aurez, je ne sais pas, 2-3 de rendement,
ou même peut-être qu'on viendra taxer, bon, certains individus qui sont peut-être les plus hauts revenus. Bah, les gens seront là et seront super motivés pour investir dans ce produit d'épargne en se disant: «Voilà, je fais ça pour mon pays, je suis patriotique, je vais mettre 200-300 € par mois dans ce type de livret, ça va financer la défense». Bah, pour qu'ils le fassent, il faut quand même les préparer, il faut, voilà, il faut créer ces campagnes de communication, en fait. Donc pour moi, c'est exactement ce qui se passe. Le but, c'est avant tout de faire ça, voilà, quant à l'hypothèse d'un conflit armé, voilà, moi j'y crois assez peu. Un conflit de par proxy, c'est peut-être un peu plus vrai, mais maintenant qu'il y a Donald Trump aux États-Unis, je pense que Poutine va avant tout essayer de négocier. S'il devait négocier, par exemple, dans les pays baltes, des retraits de troupes de l'OTAN, il va plutôt essayer de les négocier. Alors que si on avait eu peut-être un autre type de gouvernement, il aurait pu, hein, peut-être, hein, lancer une offensive sur les pays baltes, même si bon, comme ils font partie de l'OTAN, à quand même à voir, mais voilà, il y avait peut-être plus de choses qui étaient possibles. Mais je pense que, en tout cas, sur les prochaines années, j'y crois assez peu et c'est vrai que la Russie, je pense, a aussi été assez affaiblie par ce conflit, a pas forcément non plus la capacité économique qu'auraient, l'ensemble des pays de l'Union européenne, combinés, et n'a pas vraiment intérêt, en fait, à faire ça, non plus. Je pense qu'elle veut étendre son aire d'influence autant que possible, mais voilà, se lancer dans une guerre avec, l'Europe, bon, je vois pas trop l'intérêt qu'aurait la Russie à le faire. Donc voilà, ça, c'est les éléments que je rajouterais par rapport à ce que tu as dit. Mmh. OK. On prend une dernière question, je pense? Ouais, let's go. C'est parti. Première question. Bon, on a pas fait la thématique lifestyle, donc on pourrait, Ah, on aurait pu prendre le lifestyle direct, hein, dans ce bah, cas. voilà, bah, on est sur lifestyle, donc ça tombe. C'est ça. Alors, question lifestyle, donc on parle beaucoup d'expatriation, on en a parlé un peu dans la communauté Versatile, sur la plateforme versatile.fr. Donc une des questions qu'on a, ou simplement dont on entend beaucoup, c'est, voilà, quel est le meilleur pays, où s'expatrier? Voilà, ça c'est une question qui est très ouverte, qui va dépendre un peu des goûts et des goûts de chacun. Mais voilà, je vais peut-être répondre en 1er à cette question, et ensuite, si tu pourras partager aussi tes idées là-dessus. Alors, meilleur pays où s'expatrier, alors bien sûr que ça dépend bien sûr de vos objectifs. Il n'y a pas un pays, ça dépend de ce que vous voulez faire, combien de temps vous voulez rester, et cetera. Mais moi, en tout cas, à titre personnel, j'ai voyagé dans énormément d'endroits. Voilà, j'ai dû voyager dans une quarantaine, une cinquantaine de pays. J'ai fait énormément de grandes villes. Et moi, mon coup de cœur, mon coup de foudre, c'est Singapour, voilà, très clairement. Et pas parce qu'aussi j'y ai vécu pendant 5 ans, donc c'est vrai que j'ai fait 5 ans d'expatriation à Singapour, et là, je vais vous préparer une petite vidéo là qui sortira bientôt sur ce sujet-là. Mais pour moi, Singapour, c'est l'endroit, qui combine, ou en tout cas pour moi, qui a la meilleure qualité de vie que j'ai pu observer, voilà, dans tous les pays, dans toutes les villes que j'ai pu faire. Alors après, il faut vouloir vivre en ville parce que c'est une cité-État, donc c'est un pays et une ville en même temps, donc c'est pas forcément possible d'aller vivre dans une campagne ou dans un endroit un peu plus rural. Ce sera, voilà, la ville de Singapour. Et pourquoi? Et donc là, j'en parlerai un petit peu justement dans la vidéo que je suis en train de vous faire. Pour moi, simplement, vivre à Singapour, c'est avoir l'impression qu'on passe l'année en vacances, tout simplement. On a l'impression d'être en vacances toute l'année. Il y a plusieurs facteurs qui jouent à ce niveau-là. Le premier, bon, bien sûr, c'est le temps. Alors bon, ça, c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais c'est un climat tropical. Donc il fait très chaud, il fait beau, il y a du soleil tous les jours, même s'il y a une saison des pluies, il y a toujours un peu de soleil. Et donc moi, personnellement, je le dis dans la vidéo, la paire de chaussures que j'ai le plus portée pendant les 5 ans que j'étais à Singapour, c'était mes tongs, voilà. Donc la tenue, c'était tongs, short, t-shirt toute l'année, donc ça, voilà, c'est un des facteurs. Mais surtout, quand tu penses même simplement au quotidien et l'endroit où tu vis, la plupart des expatriés et beaucoup de locaux vivent dans des résidences, qu'on appelle des condominiums, où tu as, un maximum de confort. Tu as une piscine, tu as une salle de sport, tu as un terrain de tennis, moi j'avais même une petite épicerie dans ma résidence, voilà, le truc assez fou. C'est hyper moderne.
Donc tu rentres du travail, 18:30, tu vas te poser à la piscine, le week-end, voilà, le matin tu te lèves, tu vas faire une petite longueur, voilà, il fait 30 degrés. Et tu poses pas la question: «Est-ce que l'eau elle est chaude ou elle est froide ou pas?» Tu vois? Donc c'est assez sympa et de manière générale, voilà, toute l'année, tu te sens c'est un pays qui est très, très sécurisé. Tu peux laisser ton téléphone, ton ordinateur, je sais pas, toute l'après-midi dans un café, il y a personne qui va le toucher. C'est un pays qui, est très propre, où les gens sont hyper respectueux. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, moi j'ai beaucoup aimé. Le week-end, tu peux aller te faire des week-ends, en Thaïlande, à Bali, aux Philippines, voilà, donc ça, c'est un peu les week-ends que tu passes. Donc voilà, je te laisse imaginer un peu le voilà, simplement le confort de vie, le style de vie que tu peux avoir. Après effectivement, le seul inconvénient et aussi on me pose souvent la question: «Pourquoi je suis rentré?» C'est que c'est loin, c'est que c'est loin de la famille, c'est que c'est loin des proches. Mais en tout cas, voilà, en termes de qualité de vie, moi je trouve que c'est assez exceptionnel. On a vraiment l'impression de vivre en vacances, de vivre dans un Disneyland géant, un parc d'attractions géant où tout est fait pour nous faciliter la vie. Donc voilà, Singapour, pour moi, de très loin. Ouais, bah, là-dessus, de ce côté-là, je pourrais presque te suivre. Mais en vrai, non, mais si tu poses la question, il n'y a pas vraiment de meilleur pays où s'expatrier. En réalité, bon, déjà, je crois que tu avais fait sur la plateforme Versatile un tableau des pays où les gens s'expatrient le plus, ou en tout cas des meilleurs pays où s'expatrier, avec les facilités d'expatriation, etc., avec les différents facteurs. Mais ça dépend vraiment, c'est multifactoriel. Ce qu'on doit prendre en compte est multifactoriel pour répondre à cette question. C'est vrai que moi, je suis passé par Singapour, mais juste voilà, en voyage. Effectivement, ça fait partie, voilà, pour moi, c'est le pays idéal si on occulte la partie familiale, puisque, comme toi, je suis quelqu'un qui est très famille. Effectivement, ce pays se trouve très probablement quelque part en Asie. Et très probablement que ça pourrait être Singapour assez facilement pour toutes les qualités que vous avez citées, Nassim. Franchement, à moins que vous aimez pas voilà, la chaleur, le climat tropical ou spécifiquement vraiment cette atmosphère de ville, même s'il y a des endroits à Singapour où vous pouvez vous retrouver au calme, c'est une ville ça fait partie aussi des Blue Zones dont on parlait tout à l'heure. C'est Mmh. une ville qui Mmh. est hyper verte. C'est une ville où voilà, il y a la mer. Enfin, c'est quand même voilà. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un spécialement de la ville et je me suis senti vraiment bien dans cette ville. Maintenant, c'est vrai que il y a un truc potentiellement dans cette ville qui moi, je mettrais plutôt dans la partie désavantage entre guillemets que j'ai pu observer, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que j'ai vraiment eu cette impression que c'était une ville de passage, tu vois. Donc je sais pas, j'avais l'impression que les gens qui étaient là, effectivement, ça allait être des gens, des expats qui allaient rester voilà 5, 6, 7, 8 ans peut-être, et ensuite repartir de la ville. Donc j'ai un peu du mal à. C'est vrai que si tu me dis de me projeter maintenant avec une maison ou un appartement, une famille, des enfants, etc., j'ai peut-être un peu plus de mal à me projeter que dans un autre pays à Singapour. Mais mis à part ce point-là, c'est vrai que voilà, c'est une ville qui est clairement top tier. Après, moi, de mon expérience, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis quelqu'un qui est sensible à la météo. J'ai vécu 1 an en Belgique. C'était c'était une très bonne expérience d'un point de vue, effectivement, sécurité, voire autre chose. Effectivement, vivre dans un autre pays que la France, voir un peu, même si c'est assez similaire au final les systèmes, mais c'est quand même un peu différent. Voilà, les gens, ils sont hyper sympas. Surtout que C'est tu un étais dans pays la léger quand partie, même. flamande, toi? Hein. Surtout que tu étais dans la partie flamande? Surtout que j'étais dans la partie flamande. Donc voilà, au travail, ça allait parce que c'était anglophone. Par contre, c'est vrai qu'à l'extérieur, pour sociabiliser, bon, après, tout le monde parle anglais, hein, mais c'est vrai que voilà, toutes
toutes les écritures sont en Dutch, sont en flamand, donc c'était un peu compliqué. Mais c'est un endroit où il fait bon vivre, si ce n'est les 360 jours de pluie par an sur 365. Je sais pas si on est tombé dans une mauvaise année ou pas, mais littéralement, une semaine après qu'on soit arrivé, il a commencé à pleuvoir et il y a dû y avoir du beau temps en été. Franchement, une semaine, peut-être deux, et honnêtement, j'abuse pas. Et dites-vous que j'étais dans une ville qui était extrêmement écolo. J'allais au travail en vélo tous les jours. C'était compliqué, sous la pluie, sous le froid pendant tout l'hiver et tout. Mais franchement, les gens sont hyper chaleureux, hyper accueillants. La fiscalité, parce qu'on sait aussi que c'est pour ça que vous posez la question, la fiscalité, c'est une bonne fiscalité. Alors, les impôts sur le revenu sont élevés. Par contre, sur le patrimoine, il y a très peu d'impôts, voire pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un certain de nos milliardaires slash millionnaires qui vont faire de l'optimisation fiscale en Belgique. Mais voilà ce que je pourrais dire de la Belgique. Et là, actuellement, je suis expatrié en Suisse. Donc là, c'est sûr que c'est un endroit où voilà, je me projette beaucoup plus pour moi. En fait, en rentrant justement de mon voyage en Asie, je cherchais un petit peu l'équivalent de Singapour en Europe. Parce que voilà, j'ai ce truc de famille. Sinon, je serais allé à Singapour et je ne me serais pas posé de questions. Mais je trouve que c'est un peu, ça coche un peu les mêmes cases que Singapour, même si voilà, il y a d'équivalent à Singapour que Singapour, hein, mais je pense qu'en Europe, c'est quand même un bon endroit où s'expatrier, ne serait-ce que voilà, le système politique est beaucoup plus simple que dans la plupart des pays d'Europe. Les gens ont un meilleur pouvoir d'achat, les gens sont mieux payés. Les gens sont quand même plus heureux, plus chaleureux, plus accueillants. Alors c'est vrai que le pays est globalement dans la montagne, donc le temps change vite. Par contre, on a du soleil il y a du soleil au moins une fois par jour, mais voilà, il fait assez froid. En tout cas, pour l'instant, il a fait assez froid, on verra en été. Mais je pense que c'est un bon. En Europe, c'est potentiellement le meilleur compromis, l'expatriation en Suisse. Après, c'est vrai que le reste, je m'y connais pas trop. Je pense que Dubaï, ça peut être pas mal aussi. Le Canada, on aura un invité, on fera un point hebdo à un moment donné avec un invité qui s'est expatrié au Canada pour qu'il nous donne son retour. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vont s'expatrier au Canada. Et justement, cette personne-là va potentiellement donner un retour auquel on ne s'attend pas forcément. Et puis voilà, après le reste, c'est vrai que je ne m'y connais pas trop. Mais retenez juste que c'est extrêmement dépendant de est-ce que je m'expatrie seul, est-ce que je m'expatrie avec ma femme, est-ce que j'ai des enfants, etc. Quelle est ma condition, ma situation financière, qu'est-ce que je vais chercher, quel âge j'ai, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie. Et voilà, rien n'est immuable, tout simplement. Moi, j'ai juste envie de vous encourager à tester, essayer, à aller vivre ailleurs, à aller vous enrichir d'autres cultures. Et dans le pire des cas, vous reviendrez, c'est pas grave. Vous aurez vécu des expériences et vous aurez des histoires à raconter, voilà, tout simplement. Je pense que ça peut être le mot de la fin. Ouais, ça peut être le mot de la fin. On a juste une petite question rapide dans le chat. On va quand même juste la prendre 5 minutes. Mais je vais répondre rapidement. On a Vanina qui nous pose la question sur le lifestyle. Vous pouvez nous partager vos styles de voyage, bons plans pour ne pas tomber dans les pièges touristiques ou le style trop instagrammable ou peu authentique. Ça, toi, je pense que tu en connais aussi un rayon parce que tu as fait une année sabbatique en Asie du Sud-Est en mode sac à dos. Moi, ce que je dirais vraiment sur les voyages, pour être, on va dire dans la vibe ou l'ambiance la plus locale possible, déjà la première chose c'est alors surtout alors ça va dépendre de où vous allez, mais quand vous allez dans des pays, en développement ou des pays un peu plus pauvres, déjà c'est de prendre les transports en commun. Ça, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on on arrive dans des endroits où on s'y attend pas, on rencontre des personnes où on s'y attend pas, voilà, au lieu de prendre, un taxi ou un tuk-tuk ou un truc privatif, le fait de prendre un bus, voilà, vous allez être avec les locaux, voilà, ça va vous apporter quelque chose. Moi, je sais que je l'ai fait, souvent dans mes voyages et parfois, en fait, du coup, je me perdais un peu, dans certains quartiers ou même dans certaines villes.
Mais je sais que, enfin, j'ai fait des rencontres aussi dans ces endroits-là que j'aurais jamais fait si, j'avais pris, je sais pas, un taxi ou un tuk-tuk, enfin voilà, un truc un peu plus privatif. Après bien sûr, hein, dans les règles de sécurité qui vont bien, mais voilà. Donc moi je pense les transports en commun, c'est de manière, générale assez intéressant d'essayer parce que ça va vraiment vous donner beaucoup plus cette, voilà, cette expérience locale. Et la deuxième chose, c'est aussi pour le logement. Du coup, c'est enfin quelque chose d'assez similaire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, quand je vais dans un pays, pareil, plutôt, un pays en développement, ou avec un plus faible pouvoir d'achat, c'est peut-être souvent de booker la première et la deuxième nuit, enfin voilà, de booker 1 ou 2 nuits au début et ensuite vraiment de me balader et on trouve, je sais qu'on trouve souvent, voilà, des petits hôtels, des petites guest house qu'on n'aurait jamais trouvé sur des sites comme Booking, sur Airbnb. Il faut vraiment être sur place pour les trouver et pour les voir. Et alors bien sûr, hein, ça, c'est pas forcément le voyage que vous allez faire avec les enfants et cetera si vous voyagez avec votre famille, parce que vous voulez être sûr d'avoir, voilà, un hôtel pour le nombre de jours où vous allez être là, si vous voyagez surtout en haute saison. Mais si vous pouvez vous permettre, voilà, d'être un petit peu plus libre, d'être un petit peu plus, on va dire, de voyager un peu plus à l'improviste, et voilà et de prendre limite un peu le voyage jour après jour. Ça peut être pas mal, aussi de se balader et de trouver des petites pépites comme ça qui peuvent être très, très peu chères. Moi, je sais que par exemple, quand j'allais à Bali, ça m'arrivait de me balader, de trouver des guest house magnifiques avec des jardins, incroyables, super bien entretenus, voilà et c'était des familles qui louaient ce genre d'endroit et c'était 10 € la nuit. Alors que l'hôtel à côté, que vous allez trouver sur booking.com, bon, super confortable et cetera, vous allez payer, 80-90 € la nuit, voilà. Donc ça, c'est les 2 conseils que je donnerais, au niveau des transports et du logement qui vont vous permettre d'avoir une expérience un petit peu plus authentique et de rencontrer des locaux. Je sais pas Rafik si toi tu voulais ajouter quelque chose à ça? Non, non, moi je pense que tu bien résumé le tout, hein, Mmh. globalement, enfin à Rome, faites comme les Romains. Moi, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner et c'est le conseil que tu as donné. Par rapport à ce que tu disais, le plus important, je pense, c'est effectivement le logement. Premier, comme Nassim l'a dit, 1-2 nuits, en hôtel et après, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur place, guest house, dormez chez les gens. Alors effectivement, au début, il va y avoir peut-être une petite gêne de votre part, de l'appréhension, etc. Mais voilà, vous allez faire des rencontres, vous allez discuter avec les personnes qui sont dans les guest houses vont vous demander d'où vous venez, ce que vous faites, etc. Et vous allez leur dire que voilà, vous êtes là pour visiter tel et tel truc, telle et telle ville. Il va vous dire ah ben ça tombe bien, j'ai un cousin, je connais quelqu'un qui va là-bas demain. Voilà, nous ça nous est arrivé plein de fois. Il peut vous emmener, voilà, vous faire un petit peu visite entre guillemets privée, guidée. Il vous emmener dans des endroits qui là pour le coup sont très peu touristiques. Et comme Nassim l'a dit, bien évidemment, faites attention aux consignes de sécurité, toujours. C'est vrai qu'en Asie du Sud-Est, c'est très simple de faire ça parce que life safety, voilà, c'est hyper élevé. Je ne sais pas si je voyageais en Amérique du Sud, en Colombie, voilà, dans ce genre de pays, ou peut-être certains pays d'Afrique, si je ferais pareil. Peut-être que oui, j'ai des amis qui l'ont fait et qui n'ont jamais eu de problème. Mais voilà, vérifiez quand même avant, essayez d'avoir quelques petits retours avant de vous embarquer dans ce genre de plan. Mais ouais, je pense que tu as répondu à la question. Tu as fait les 20% qui donnent 80% des résultats. Voilà, la loi de Pareto qui est au cœur de Versatile. Exactement. OK, très bien. Bah, écoute, voilà, on est au bout du live. J'espère que, voilà, ce nouveau concept, vous aura plu. Hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, lâcher un petit like, et surtout à vous abonner à la chaîne. On va essayer de le faire plus régulièrement, voilà et on continuera à faire du contenu. On a quelques vidéos sur l'expatriation qui vont arriver, très prochainement en plus des quotidiennes. Et bien sûr, voilà, versatile.fr, on vous en parle souvent. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit,
Pour le premier mois, voilà, vous allez découvrir énormément de ressources, de tutoriels, de masterclass, une communauté engagée, des lives qu'on fait, où on rentre un peu plus en détail, de ce qu'on peut voir sur YouTube et on espère, voilà, vous voir, très prochainement, que ce soit, encore une fois, sur la chaîne ou, sur versatile.fr. Ouais, exactement. Donc voilà, je pense que c'était le mot de la fin. On a Laurent qui nous dit méfiez-vous des tuk-tuk un peu trop insistants en mot de la fin. Oui, je plus sois, vous pourriez vous retrouver à vous marier dans un smoking thaïlandais. Voilà, je raconterai peut-être l'histoire d'un de ces quatre. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas, pouce bleu, petit commentaire. Et puis, moi, je vous dis très probablement à demain pour la quotidienne. Voilà, je suis la webcam qui m'a lâché au dernier moment. Allez, ciao, ciao. Allez, à plus. Bonne soirée. Ciao.